ce live pour Futura Science, la science à l'ère du sensationnel, comment ne pas se faire manipuler. Je vais brièvement présenter ce live et mes invités, et puis on pourra démarrer la discussion tous ensemble. Dans la crise sanitaire que nous traversons, beaucoup de contenus sont partagés. Au sein des mêmes canaux se croisent des hypothèses scientifiques, des études en cours, des faits éprouvés, des élucubrations fantaisistes et des fake news. Tout cela participe peu ou prou à la désinformation ou à la mésinformation de la population sur les sujets scientifiques. Dans ce même temps, même des scientifiques se sont mis, ça et là, à digresser. Comment le public peut-il s'y retrouver dans un tel climat ? Surtout qu'il semblerait que c'est pour certains la première fois qu'ils sont exposés de près à comment fonctionne véritablement la science. Non pas comme un livre déjà écrit, mais comme un livre qui de jour en jour se construit. Peut-être pouvons-nous y voir plus clair en comprenant mieux ce que sont les sciences, plus particulièrement médicales en ce qui concerne l'actualité, mais aussi la démarche scientifique dans sa globalité et dans les objectifs qu'elle souhaite servir. Enfin, nous pourrons aussi discuter de savoir pourquoi nous comprenons si mal les sciences et accordons trop facilement notre confiance à diverses personnes, et de si l'esprit critique peut être ou non un outil utile contre cela, et le cas échéant, apprendre à l'aiguiser. C'est l'objectif et le pari audacieux de ce live que d'aborder tout ça dans l'heure qui vient. Bienvenue sur Futura Science. Aujourd'hui, pour converser autour de ces questions, je suis en compagnie de trois invités. Juliette Ferry-Danini, qui est docteur en philosophie des sciences. Bonjour Juliette. Salut. Thomas Durand, qui est... Sébastien Dieguez, docteur en neurosciences et en psychologie cognitive. Salut Sébastien. Salut. Et Thomas Durand, docteur en biologie, directeur de l'association scientifique pour la transmission de l'esprit critique et vidéaste de la chaîne La Tronche en Biais, qui devrait revenir d'ici peu. Je crois qu'il est parti, c'est ça ? Il y a eu un problème ? Oui, apparemment. Bon, il va nous rejoindre. On m'entend pas. Ah, c'est bon, il est de retour. Thomas est de retour, donc je vais te présenter Thomas. Bonjour à toi, Thomas. J'ai raté l'introduction, mais je sais à peu près ce que tu voulais dire. Alors, du coup, la première question que je vais vous poser à tous les trois pour commencer ce live et qu'on puisse dérouler le fil de la discussion, c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est un individu moyen sans bagage scientifique ni intérêt particulier pour la science pour apprécier la vraisemblance, la cohérence, la plausibilité, en somme, la crédibilité d'un énoncé que l'on nous vend comme étant scientifique. Et je laisse la parole à qui veut. Du coup, je voulais juste commencer par quelques mots au début pour expliquer pourquoi sur cette question-là de l'expertise, on peut se tourner vers la philosophie et donc, par exemple, m'appeler. En gros, quand on pense à la connaissance, en général, en philosophie, on pense à Descartes, on pense à ce genre de philosophe qui essaie de réfléchir à comment un individu peut réussir à arriver à une connaissance. Et là, le problème de l'expertise, il est différent puisque c'est plutôt comment l'ensemble des individus peuvent acquérir des connaissances, sachant qu'il y a des individus qui sont plutôt débutants et des individus qui sont plutôt experts avec des gradients entre. Et du coup, il y a un paradoxe qui est comment, en tant que débutant, on peut faire confiance à ce qu'on nous dit, par exemple, à ce qu'un expert peut nous dire, et notamment comment on peut faire pour identifier l'expert, alors même qu'on est soi-même débutant et qu'on n'a pas forcément de critères en fait, pour identifier l'expert. Et donc, je voulais parler de ça, parce qu'il y a vraiment des philosophes qui travaillent sur ces questions, et ils travaillent dans un champ qui s'appelle l'épistémologie sociale. Et à côté de ces problèmes-là, peut-être qu'on pourra aussi mentionner un problème connexe, qui est comment les experts entre eux peuvent se reconnaître et juger leur crédibilité entre eux, en fait. Parce que c'est un problème qui peut être utile pour essayer de résoudre le premier problème. Oui, parce que la réponse banale à cette question qu'on pourrait intuitivement donner, c'est comment un individu fait, il fait confiance aux experts. Mais du coup, c'est pas si simple que ça. C'est ça que tu nous dis. En fait, si on part de ce principe, ça veut dire qu'il fait une confiance aveugle dans les experts, puisqu'il n'a pas de critères pour les évaluer. Et le problème, c'est qu'il y a souvent plusieurs experts qui sont en désaccord. Et du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on croit l'expert 1 ou l'expert 2, sachant qu'ils sont en désaccord sur quelque chose, par exemple un traitement médical. Et donc, comment on fait pour trancher entre ces deux experts quand on est novice ? C'est pas du tout évident, puisqu'on ne peut pas juste soit croire aveuglément un expert, soit choisir au hasard, en fait, quel expert on va croire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe
de l'expertise en philosophie. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, j'ai un peu fait un contexte très, très philosophique à ce genre de questions, mais il y a des réponses, que ce soit des réponses un peu philosophiques et des réponses un peu pratiques. Il y a des moyens d'essayer de résoudre ce paradoxe. Voilà. Il y a des indices, par exemple, quand l'expert dit que le consensus c'est Pétain, j'ai un doute, par exemple. Bah ça, oui, on peut. En fait, l'idée, c'est que la seule façon pour un novice ou quelqu'un qui est face à un paradoxe, c'est-à-dire entre deux... Bref, comment on fait quand on est un novice face à des experts qui sont en désaccord? On ne peut pas avoir d'opinion sur ce qu'ils disent parce qu'on n'y connaît rien. Par contre, on peut essayer d'acquérir des indices, des sortes de preuves empiriques, donc il va en avoir de différentes sortes, qui vont permettre de nous indiquer si finalement ces experts ils sont plus ou moins de la même qualité ou pas. Donc il y a plein d'exemples, tu en as mentionné un. Par exemple, est-ce que le track record, est-ce que dans le passé, l'expert en question a dit des choses ou a produit de la science qui était vraie ou qui était solide, ou est-ce que non, au contraire, il y a eu des problèmes dans sa carrière? Voilà, donc il y a différents types de... Dans les deux en même temps, d'ailleurs. Pardon? On peut avoir quelqu'un qui est un vrai scientifique. Raoult en est un. Luc Montagnier, prix Nobel, qui a dit des trucs énormes, a une vraie carrière. Donc, c'est pas des hurluberlus, c'est pas des faux experts. Ah non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas simplement la question de track record, de ce qu'il a fait dans le passé qui compte. Il y a d'autres indices qu'on peut faire intervenir, et notamment la question de savoir ce que les autres experts, par exemple, en pensent. C'est un faisceau de preuves, en fait, si je comprends ce que tu dis. Un faisceau de preuves pour juger de la qualité. Ouais. Ça va être que des indices. En fait, on ne va pas pouvoir trouver... Enfin, du coup, il n'y a pas de... il faut faire ça et c'est bon. De réponse miracle, oui. Voilà, il n'y aura pas de réponse miracle. On peut trouver quelques indices qui peuvent nous aider à nous orienter. Sébastien, tu veux dire quelque chose? Oui, je pense qu'il faut dire d'emblée qu'effectivement, il n'y a pas de solution magique à la question qu'on est en train d'aborder. En témoigne simplement le bazar ambiant et le niveau d'incertitude du grand public, mais aussi le niveau, disons, de véhémence du débat, et aussi le fait qu'on soit aujourd'hui en train d'en parler et de discuter de cette question-là, indique d'emblée qu'il n'y a pas de solution clé en main à ce problème, sans quoi on n'aurait vraiment aucune raison de débattre de ces questions-là. Peut-être qu'un point de concordance qu'on peut déjà établir, c'est que les experts existent. Il existe véritablement des gens qui sont experts dans leur domaine. On peut essayer de définir ce que ça veut dire. Ça soulève la question de qu'est-ce qu'un expert. Juliette a donné quelques indications sur le caractère social de l'expertise. En somme, un expert, c'est quelqu'un qui est décrété expert par d'autres personnes sur la base de certains critères. Mais ça, c'est une approche purement sociale, on va dire, de ce qu'est l'expertise. On dit, toi, tu es un expert. On dit, toi, tu as l'air d'un expert. Il y a aussi une composante, disons que psychologique de ce que c'est que l'expertise. C'est-à-dire que depuis une bonne cinquantaine d'années, et même plus, les psychologues s'intéressent à la psychologie de l'expertise. Qu'est-ce que ça fait de passer du niveau débutant au niveau débutant avancé, au niveau spécialiste et puis ensuite au niveau super expert. En fait, ça change des choses dans la tête des gens. Ça a été particulièrement étudié chez les joueurs d'échecs, par exemple. Vous avez des joueurs d'échecs débutants qui doivent apprendre les règles péniblement, qui ensuite doivent affronter d'autres personnes au jeu d'échecs, s'apercevoir à quel point ils sont nuls, apprendre, jusqu'au jour où vous devenez véritablement un expert. Et à ce moment-là, quelque chose a véritablement switché dans la tête de l'expert. Et donc un expert, pour les psychologues, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une appréhension quasiment intuitive, automatique de son domaine. Par exemple, un expert radiologue peut jeter un seul coup d'œil à une radio et détecter une tumeur quelque part, chose qui est parfaitement invisible aux novices. Donc, l'expertise développe des compétences au niveau de la mémoire, au niveau de la prise de décision, et au niveau de la perception même. Vous voyez littéralement les choses différemment que les non-experts. Donc ça peut s'étudier, voir ce qui se passe dans le développement, dans le cerveau, etc.
Mais disons que le point à retenir, c'est que l'expert est véritablement une sorte de surhumain dans son domaine, qui a des compétences quasiment supernaturelles, qui sont inaccessibles aux non-experts, et que l'expert, et ça c'est aussi un paradoxe, n'est pas vraiment en mesure d'expliquer aux débutants. Vous voyez? Mais du coup, Mais là, du coup, j'ai c'est ça la l'impression... difficulté. Parce qu'en fait, le paradoxe dont je parlais, c'était un paradoxe sur l'expertise des experts au sens de personnes qui connaissent des choses, donc des savants. Mais il y a aussi des experts au sens, par exemple, tout ce qui va être musicien, danseur, et probablement aussi des métiers où il y a un peu les deux, tu vois, technique et connaissance. Et du coup, la définition toute bête de l'expert au sens cognitif, de celui qui sait plein de choses, c'est, voilà, en général, on considère qu'un expert, il a plus souvent il a plus souvent raison que tort sur pas mal de sujets. Et aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, s'il est présenté avec une nouvelle question, on considère qu'il a les méthodes, il a les réflexes pour pouvoir y répondre de façon... ça sera plus souvent vrai que faux, quoi. Mais du coup, je rebondis sur quelque chose. Son intuition d'expert, comme dit Sébastien, ça ne le dispense pas, en tout cas en science, pas dans d'autres domaines, en science, de produire des preuves rigoureuses pour confirmer cette intuition. Évidemment que non. Le terme intuition est problématique à beaucoup d'égards, hein, parce que l'intuition de l'expert est quelque chose qui est acquis au bout d'une très longue... C'est du savoir empirique, en quelque sorte. Il faut beaucoup d'exercices et beaucoup de répétitions pour parvenir à prendre des décisions efficaces et pertinentes par rapport à un problème donné, et aussi pour voir ce qu'on ignore d'un domaine. Donc aussi un expert est capable de dire ça je ne sais pas, ou beaucoup de gens sont en train de travailler sur la question. Donc un expert a aussi une vue d'ensemble de ce qui se produit dans son domaine, des méthodes qui sont utilisées, des angles morts de son domaine. Et un point important de la psychologie de l'expertise, c'est qu'elle se généralise très mal, en fait. Ça, on peut vraiment le démontrer en laboratoire. L'expert aux échecs, l'expert radiologue, l'expert électricien, l'expert musicien ne peut pas vraiment transférer ses connaissances et cette espèce d'intuition qu'il a dans son domaine à d'autres domaines. C'est assez frappant chez les joueurs d'échecs. Les joueurs d'échecs ont une mémoire extraordinaire pour certaines configurations du jeu, mais seulement des configurations du jeu qui sont possibles, que vous pouvez rencontrer dans un jeu d'échecs. Et leur mémoire faillit complètement quand on leur montre des séquences, des échiquiers avec des configurations qui sont impossibles. Et leur mémoire n'est pas spécialement plus avancée dans des domaines qui ne concernent pas le jeu d'échecs et la configuration des pions sur un échiquier. Donc l'expertise est complexe, mais elle n'est pas transférable dans un autre domaine. Elle comprend quand même, je reviens un peu là-dessus, même si c'est problématique, une forme d'intuition qui rend difficile pour un expert d'expliquer en quoi consiste véritablement son expertise à des non-experts. Et ça, je pense que c'est au cœur du problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un non-expert ne sait pas ce que c'est que d'être un expert. Mais un expert a un peu oublié ce que c'est que d'être un débutant, de ce que ça implique de ne pas savoir quelque chose dans le domaine. J'aimerais juste revenir. Vas-y Thomas. Un expert, ça peut se planter, ça n'est pas infaillible. Et un vrai expert le sait très bien, donc il est prudent. Quelqu'un qui est imprudent dans sa prise de parole, c'est aussi un indice dans son comportement qui est que peut-être il faut aller écouter ce que disent d'autres. Et un expert, c'est rarement isolé. Il n'y a pas un expert tout seul dans son coin avec un vide autour de lui. L'expert qui dit que tous les autres sont tous des cons et des nuls, moi j'ai aussi un doute. Donc faites le compte, prenez quelqu'un au hasard dans le paysage actuel, demandez-vous est-ce qu'il coche les cases de tout ça. On peut être un vrai expert et se planter. Et ça, c'est le problème, parce qu'à un moment donné, les gens normaux, et j'en fais partie, on veut des réponses. Donc, on aimerait que les gens qui prennent la parole aient raison. Et ça nous arrange pas qu'ils aient raison, parce que du coup, c'est assez rassurant. Donc après, on a aussi le fait qu'on veut croire à l'expert. C'est là où je voulais en venir. Comment on explique, Sébastien, que la diversité entre justement des experts, comme on peut les appeler ou les voir apparaître dans les médias, qui du coup soulevaient l'importance pour un expert de savoir dire parfois je ne sais pas, il y a des travaux qui sont en cours, on n'est pas sûr, il faut être prudent. Comment on explique la diversité? Je ne sais pas si c'est la majorité des experts, mais on voit certaines
certaines personnes qui, je ne sais pas, on dirait que ce n'est pas vraiment une phrase qu'ils arrivent à prononcer souvent. On pourra revenir peut-être après sur en quoi consiste le processus scientifique et le fait, voilà, quoi, le fait qu'il y ait des dissensions sur l'interprétation de telle ou telle donnée. Tout ça est relativement normal et comporte ses propres problèmes, hein. La science est un processus pénible et assez difficile, c'est-à-dire que la réalité crache pas le morceau immédiatement et il faut aller le chercher. Donc c'est dur, c'est difficile, effectivement il faut un peu de méfiance et de prudence, surtout quand on approche des questions qui sont donc immédiatement pertinentes et urgentes pour le grand public. Maintenant, comment on fait? Eh bien, moi, mon souci principal, enfin mon sujet d'intérêt en fait de ces temps-ci en particulier, parce que comme l'ont dit Juliette et Thomas, l'expert se reconnaît à certains signes, il y a des cases à cocher, on peut s'intéresser à certaines manifestations de l'expertise qui devraient nous mettre, si tout va bien, sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à l'expertise dans la tête de l'expert. On n'en sait rien, surtout que les non-experts ne savent pas vraiment ce qu'est l'expertise. Donc on se fie à des indicateurs, à des signes. Ces signes, ils ne sont pas sorciers non plus, hein. On en a évoqué quelques-uns. Voilà, quoi. Il y a on en reparlera sûrement tout à l'heure, quoi, mais il y a plusieurs philosophes et chercheurs qui ont établi comme ça des signes distinctifs plus ou moins fiables de ce que c'est que l'expertise. Le problème, c'est que ces signes, ils peuvent être facilement manipulables, manipulés, exploités, reproduits. Un paradoxe central, il y a beaucoup de paradoxes dans ces questions-là, mais le paradoxe des pseudosciences, typiquement, c'est qu'elles cherchent à paraître pour de la science, alors qu'elles méprisent la science. Donc, vous voulez paraître scientifique sans avoir fait le job d'être réellement scientifique. Et donc, c'est facile. C'est pas toujours facile, mais disons qu'il y a des moyens assez simples de paraître scientifique et de faire scientifique. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis du coup qu'on peut facilement manipuler ces cases à cocher du coup pour paraître expert et ça me fait venir à la question qu'il faudrait peut-être, est-ce que c'est possible, ça c'est une autre question parce qu'il y a un problème de temps et d'expertise aussi, s'intéresser plus aux arguments qu'avance un expert même si c'est difficile de les comprendre et comment on fait en fait? Si on veut s'intéresser aux arguments sans l'expertise, ça c'est un gros problème, la question des arguments. Du coup, en fait, la question des arguments, c'est par exemple dans cet article que j'ai relu pour ce live, qui est un article d'un épistémologue social donc, qui s'appelle Alvin Goldman, qui en 2001 a publié en fait sur la question comment on reconnaît un expert. Pour lui, la question de l'argument, c'est le premier indice qui doit permettre d'identifier un expert. Qui peut permettre d'identifier un expert. C'est en gros, des fois c'est possible et des fois ce n'est pas possible d'identifier les arguments. Et ce qu'il dit, c'est que effectivement, en général, les vrais arguments scientifiques, ils sont pas montrés au public, ils sont pas publiés comme tels dans les journaux, ils vont être de plus ou moins bonne qualité ou pas. Il y aura peut-être un scientifique qui sera très doué pour les présenter, l'autre qui sera pas très doué. Et donc, en théorie, oui, ça serait bien qu'on puisse comprendre les arguments. Enfin, il y a déjà le fait que c'est pas toujours possible de comprendre les arguments que les experts ont. Je pense que dans le cadre de la médecine, c'est plutôt possible. En tout cas, la méthode scientifique en médecine, c'est pas de la physique quantique. J'y connais rien en physique quantique, voilà. Et ça me paraît pas si compliqué que ça. Donc peut-être qu'il y a tout n'est pas perdu de ce côté-là. Et donc, il y a l'idée qu'on peut aussi identifier les arguments des autres experts, donc pas forcément de l'expert en question, enfin bref, qu'il faut regarder les arguments un peu partout. Mais ça, c'est identifié comme un des indices possibles pour pouvoir identifier un expert. Mais c'est pas toujours possible. Et encore faut-il que l'expert passe à la télé ou dans les médias. On n'a pas forcément accès aux experts. Donc, il y a le rôle des journalistes. Enfin, c'est fatigant de devoir taper dessus, mais on va y revenir. Moi, il faut dire, c'est que c'est les journalistes qui choisissent à qui ils cantent le micro. C'est les journalistes qui choisissent de passer 1 heure avec quel professeur marseillais plutôt qu'un autre. À un moment donné aussi, peut-être qu'on pouvait avoir 20 minutes avec quelqu'un d'autre. Non, on passe avec celui-ci pour des raisons qui sont liées à la polémique. Et l'expertise, c'est pas la polémique, normalement.
C'est pour ça, Est-ce que c'est tu le veux- problème du filtre des médias qui fait qu'on ne peut pas forcément y accéder. Et puis ensuite, il y a le filtre lui-même de la science qui peut être trop compliqué. Je pense que là, dans le cas présent, Donc c'est pas forcément le cas. c'est une responsabilité systémique si on t'écoute, Thomas. C'est-à-dire que il n'y a pas que les experts qui veulent se mettre en avant, il y a aussi les médias ou même les individus qui font confiance. Enfin, c'est une responsabilité globale. Et la plupart des gens, quand on s'intéresse à ce que c'est qu'un gourou, on se rend compte que le gourou est responsable de ce qu'il raconte, et non, mais les gens qui l'écoutent ne sont pas convaincus parce qu'il est convaincant, mais ils sont convaincus parce qu'il dit un truc que eux ont envie de croire dès le départ. Donc, quand un expert est bombardé comme ça sur tous les médias, c'est juste parce qu'il rencontre un assentiment, mais la vérité en science, elle ne se décide pas au vote. C'est pas parce que Mais est-ce que, c'est vrai. est-ce que ça vient pas du problème que je parlais dans mon introduction, du fait que on sait mal comment fonctionne la science. On sait Oui. très mal comment fonctionne la science. Ouais. Je voulais aussi dire que la question d'expertise, elle n'est pas liée seulement à la question de la science, et Sébastien l'a bien dit, puisqu'il parlait tout à l'heure, on parlait des musiciens, des danseurs, des joueurs d'échecs. Je pense qu'au-delà du problème, par exemple, de Didier Raoult, je pense qu'aussi c'est pas acté dans les médias que, par exemple, la philosophie ou la psychologie ou d'autres sciences qui sont pas forcément des sciences dures relèvent de l'expertise. Et ça, j'ai l'impression qu'on est encore plus loin de ce qui peut se faire en termes de discours sur la science dans les médias. Bon, c'était juste un aparté. Quand un sociologue s'exprime, il donne une opinion. En fait, non, normalement, il s'appuie sur un corpus. Ben oui. C'est pareil, là, j'y pense parce qu'aujourd'hui encore, il y a eu une interview où un médecin donne son opinion sur des choses, sur des auteurs philosophiques, sur des idées philosophiques. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment facile de savoir qu'il n'est pas expert là-dessus, puisqu'il n'est pas philosophe. Donc, il y a quand même des choses qui sont faciles à faire, qui ne sont pas faites. C'est le problème un peu général des interactions entre l'expertise et le reste de la société, la politique, le monde de l'édition, l'université, le milieu du spectacle. Et donc, évidemment, tout ça se mélange un peu, des fois d'une manière systémique qui nous devient quasiment invisible. Hein. On se rend même plus compte que on n'arrive plus tellement à faire la différence entre ce qui relève du spectacle, du débat de société et de l'effort qui vise à découvrir la vérité sur tel ou tel sujet. Tout ça, c'est des temps différents. Et le temps de la science, évidemment, un peu long, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, la découverte de certaines choses, ça peut prendre plusieurs siècles. Puis ensuite, on s'aperçoit que c'était faux, puis il faut revenir là-dessus, puis il faut raffiner, etc. Donc, c'est pas un temps qui est véritablement adapté à la passion de recevoir des réponses toutes cuites et directes, et de recevoir des trucs et des astuces et des angles de société sur tel ou tel sujet. Hein. En ce moment, il faut quand même le rappeler, il n'y a plus de sport, il n'y a pas beaucoup de culture, il n'y a pas de films qui sortent, il n'y a pas de pièces de théâtre, etc. Donc, la science, tout d'un coup, remplace un peu ce vide qui a été créé. Donc, on parle beaucoup de science, mais à mon avis, c'est surtout aussi pour remplacer un peu ce manque. Donc, la politique aussi est un peu au point mort. Donc, la science devient un peu le sport, la culture et la politique du moment, avec les rhétoriques respectives de ces différents champs, quoi. Bon, c'est sans doute regrettable pour les gens qui aiment la science puis qui aimeraient parler de la science sous l'angle pur de la science, mais il faut peut-être accepter aussi que des fois, la science échappe complètement à ceux qui la font. Est-ce qu'on peut revenir peut-être soit sur les différentes cases à cocher pour identifier un expert pour que ce soit plus pratique, ou est-ce qu'on peut parler de peut-être comment ça se fait qu'on connaît si mal les sciences? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous laisse le choix. Ouais, je pense qu'on peut les répéter assez brièvement. Et vous rajouter celles que j'oublie parce que j'en ai oublié. Sachant que donc, il va forcément avoir des indices qui ne sont pas forcément fiables. Donc, c'est pas magique, quoi. Si on peut regarder les arguments qui sont présentés. Mais ça, c'est pas toujours facile parce que soit le langage est trop compliqué, ou alors c'est en anglais, ou alors c'est totalement présenté bizarrement dans les médias. On peut regarder les arguments
si on regarde un expert qui est en désaccord avec un autre, par exemple, ou avec une communauté d'autres, on peut aller voir ce que pense l'autre expert, on peut aller voir ce que pense l'autre communauté, au niveau des arguments, mais aussi au niveau de ce qu'ils pensent à propos de la légitimité de l'autre expert. Et là, il y a... Et ça, c'est aussi, je voulais qu'on en parle tout à l'heure, parce que je pense que le problème de l'expertise, il est aussi parfois un peu manipulé, un peu instrumentalisé. Je me souviens par exemple que Didier Raoult, il a fait une vidéo en montrant son classement, son classement, je ne sais plus lequel. Le nombre de publications, oui. Voilà. Et il faut savoir que quand on... Enfin, tous les comptables le savent, en fait, quand on mesure quelque chose, le système de mesure devient vite fou, entre guillemets, parce qu'il se met à mesurer la capacité à savoir très bien monter dans un classement et pas forcément ce pourquoi le système de mesure a été fait en premier. Donc il faut se méfier de ça, il faut aussi se demander pourquoi quelqu'un se sent obligé de montrer ça. Oui, Thomas. Expertscape le dit bien, eux, c'est une métrique du nombre de papiers qui sort, pas de leur qualité, ni de la concordance de ce qui est produit par rapport à la parole de l'expert. Un expert peut sortir 200 articles, mais admettons qu'un microbiologiste parle du climat d'un seul coup, et qu'il dise « Je me donne le droit de douter, de tout remettre en cause, le réchauffement climatique, à titre personnel, je ne le vois pas. » Admettons, le fait qu'il soit numéro 1 sur Expertscape d'un côté, pour des raisons qu'on pourrait développer sur dans son domaine, mais oui. Le problème, c'est que quand on reçoit une parole d'un mec en blouse blanche comme ça qui fait autorité, personne n'est armé pour savoir quelles sont les limites du domaine d'expertise de l'expert. Si lui-même s'autorise à en parler au-delà, comment nous on peut savoir qu'il n'est pas compétent? Il faut passer du temps à vérifier. Or, l'expert a pour rôle de passer le temps qu'on n'a pas à savoir. Savoir, c'est coûteux, je n'ai pas le temps de tout savoir. L'expert, il est là pour ça, c'est son job. Si lui outrepasse ça, alors il met en péril tout le système. À un moment donné. Ça n'a plus aucun sens de l'expert. À un moment donné, l'expert A peut parler d'un truc qui n'est pas de son sujet et que l'autre, on n'entend pas. Donc, oui, on est bien sûr, il faut que ça soit... Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup comme... Il reste d'autres... il y a deux autres critères, enfin indices, qui justement sont liés, puisque un indice qu'on peut regarder, c'est est-ce que l'expert en question est biaisé vers une raison d'être biaisé vers une réponse plutôt qu'une autre. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça peut être manipulé. Donc, par exemple, on va beaucoup entendre quelqu'un qui va disqualifier d'autres personnes en disant que la personne est au bot des labos pharmaceutiques. Mais je sais, on me l'a déjà dit, alors que non. Parfois sans preuve, c'est matériel. Voilà. Mais aussi penser que l'indice d'avant, donc tous ces systèmes d'évaluation et de mesure de l'expertise peuvent elles-mêmes biaiser, enfin peuvent être des biais en fait, parce que les chercheurs, ils sont pas tout seuls, ils sont en compétition pour des financements. Et pour aussi ils sont en compétition pour avoir de la notoriété. Donc ça peut être un biais. Et c'est rigolo parce que l'article dont je l'ai relu tout à l'heure, il parle exactement de ça. Il dit, pour augmenter ses chances de financement, des scientifiques peuvent commencer à exagérer la solidité des preuves qui viennent supporter leurs résultats, et particulièrement devant des personnes en dehors de leur champ. Donc faire attention, ce genre de... il n'y a pas que les biais financiers, même s'ils existent et que c'est avéré dans l'industrie pharmaceutique qu'il y en a. Mais voilà, il ne faut pas, je rebondis juste là-dessus et je te laisse finir, il ne faut pas, souvent on a tendance à penser que certains scientifiques nient le fait des conflits d'intérêts ou du lobbying, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que... Non, il y en a, ça c'est sûr, et c'est un problème. C'est montré empiriquement que des recherches qui sont financées par un labo pharmaceutique vont avoir des résultats plus positifs par rapport aux médicaments en question que des recherches qui sont neutres, qui vont dire bah non, ce médoc ne marche pas. Par contre, ce n'est pas le seul biais qui est possible. Il y a aussi des biais de notoriété, de financement qui peuvent aussi être présents. Voilà. Je pense que vous avez tous compris ce que je voulais dire, même si je n'ai pas utilisé de nom. Et, et le dernier critère, c'était l'idée de track record. Est-ce que dans son passé, est-ce qu'on est satisfait, est-ce que les gens sont satisfaits avec la science qui a été produite? Voilà. Est-ce que vous avez des critères à rajouter, Thomas, Sébastien, qui vous viendraient? Non, parce que Goldman avait assez bien fait le point à ce moment-là. Après, on peut subdiviser ces 5 points en d'autres points différents. Mais disons qu'en gros, quand ils sont tous réunis, il y a des raisons, parce qu'en fin de compte, ça se réduit à ça, hein, il y a des raisons de faire confiance à l'expert auquel vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas devenir vous-même expert pour savoir si l'expert est doué. Oui, vers toi, Juliette. Pardon.
Pardon, Sébastien. Ah, voilà. Ouais. C'est juste la photo de l'article. On mettra le lien dans les descriptions des vidéos. Voilà, on mettra les sources. Et donc, au bout du compte, le mieux que vous pouvez faire, c'est accorder votre confiance à l'expert. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mener votre petite enquête, mais en gros, vous ne pouvez pas passer votre vie à devenir. Enfin, on trouve ça même dans Platon. Hein, il disait que c'est pas la peine de devenir médecin pour savoir si tel ou tel médecin est un bon médecin. Une fois que vous faites ça, vous êtes devenu vous-même expert et vous n'avez plus besoin en fait de l'expertise. Donc une forme de dépendance épistémique et sociale envers les experts, comme le disait Thomas, ils sont là pour ça, c'est leur job. On ne peut pas tous être experts en plomberie, en mathématiques ou en astronomie. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Et par conséquent, le mieux que vous puissiez faire, c'est de leur accorder votre confiance. Et c'est pour ça que quand l'expert se comporte mal, c'est-à-dire qu'il ne devient plus expert, parce qu'il n'y a pas de faux experts et il n'y a pas de mauvais experts. Ça n'existe pas. Un expert, c'est juste un expert. S'il commence à débloquer complètement, il sort du domaine de l'expertise et donc il ne se comporte plus comme il devrait se comporter en expert. C'est des communautés d'experts, en fait, surtout. Voilà, on ne parle pas assez, c'est communautés d'experts. Alors, bon, ça c'est important. On l'a déjà dit. Thomas le disait tout à l'heure, un expert, il n'est jamais en isolation. C'est même suspect quand un expert est seul contre tous. Généralement, il répond à une communauté qui se bastonne hein, sur tout un tas d'autres sujets. Ça ne sert à rien que tous les experts soient d'accord. Sans ça, sans quoi il suffirait d'un seul expert pour tout, quoi. Donc, vous avez beaucoup d'experts qui débattent sans arrêt. Ils font leur job d'experts. Ils sont en désaccord les uns avec les autres. Il y a plus ou moins un consensus qu'on peut trouver, en tout cas dans certains domaines plus que d'autres. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que quand un expert il sort de son domaine d'expertise ou quand un non-expert tente de se faire passer pour un expert, on a affaire à des gens qui se comportent mal ou à des charlatans ou à des escrocs intellectuels. C'est déjà un problème en soi, mais à chaque fois que ça se produit, en fait, ça discrédite le reste des experts. Ça pose un problème global pour l'entière communauté scientifique et l'entière communauté des experts. Je pense que c'est important de le rappeler qu'à chaque fois qu'on a un guignol qui commence à faire parler de lui, ça discrédite non seulement lui, mais tous les autres. C'est ce que font les fake news, en fait. Une fake news, c'est une connerie qu'on peut croire ou pas croire, mais que généralement on ne croit pas. Mais l'effet de la fake news est de réduire la crédibilité des vraies news. Donc les faux experts, les mauvais experts réduisent la crédibilité, malheureusement, des faux experts. Et c'est pour ça que c'est un problème très sérieux qu'il ne faut pas laisser passer. Le faux expert est presque de la science, entre guillemets. Je n'ai pas entendu. Tu parles donc qui torpille la crédibilité des faux experts et presque de la démarche scientifique, entre guillemets, vu que du coup, si on se dit tel expert, il dit on peut lui faire confiance, on voit qu'il fait des guignols, tous les autres, donc du coup, ils sont un peu pareils peut-être, et donc la science, en somme, c'est un truc de guignol, quoi. Le résultat, c'est un problème qui est bien connu en politique, c'est tous pourris. On peut faire confiance à personne. J'ai une question qui se pose, c'est que, et mes collègues sont peut-être plus armés que moi pour répondre, parce que la question, moi, m'a été posée plusieurs fois, c'est que l'outil principal de l'expert, lorsqu'il vient dans les médias en tout cas, parce qu'il y a d'autres domaines, mais lorsqu'il vient, en fait, c'est le consensus. Ce qu'on demande à un expert, c'est de me dire qu'est-ce qu'on sait, pas qu'est-ce que lui il sait dans son labo, mais qu'est-ce que le champ, la communauté, le champ, il représente là sur un plateau, qu'est-ce qu'on sait. Et donc, il me semble que le consensus, parfois le consensus, il est un petit peu flou, il est un petit peu mou et c'est compliqué, on veut une réponse rapide. Mais le vrai expert, c'est celui qui sait vous dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qui est tenu pour certains, et voilà les hypothèses actuelles en cours, voilà l'état d'avancement des travaux, voilà les questions qu'on pose, les réponses qu'on a eues, et voilà où on en est. Et donc, ça, c'est une sorte de prudence épistémique qu'on attend de l'expert, parce qu'on ne veut pas qu'il nous dise quoi penser, on veut qu'il nous donne les éléments de connaissance, et après, avec ça, nous, on pense bien ce qu'on veut, et puis on vote comme on veut. Mais si lui décide déjà de tout traiter et de nous livrer son analyse personnelle sur la réalité, il est au-delà de son rôle, il me semble. Et comment on définit un consensus? C'est très compliqué de répondre à ça aux gens qui me posent la question. Moi, je ne suis pas expert, je ne suis que vulgarisateur. Et quand je dois parler du consensus, des fois, j'ai du mal. Comment on fait? Attends, je peux dire quelques mots, après tu enchaînes, Sébastien, si tu veux. Parce que tu as cité tout à l'heure cette magnifique punchline selon laquelle le consensus, c'est pétain.
Oui. Alors, il faut savoir qu'en philosophie des sciences, on étudie beaucoup, et en histoire des sciences, on va étudier beaucoup tout ce qui va être consensus, mais aussi dissensus, donc l'inverse, enfin, tout ce qui va être controverse, tous les moments de l'histoire où il n'y a pas en fait de consensus. Et en fait, certains philosophes des sciences pensent que ça fait partie intégrale des sciences d'avoir des dissensus en sciences, que ça peut être même productif pour la science. Donc l'idée que le consensus, c'est pas la panacée, c'est pas absurde. Ensuite, souvent, certains philosophes des sciences montrent que parfois le consensus, en fait, c'est pas, ça va pas forcément être un vrai consensus scientifique qui va rejaillir parce que tout le monde est d'accord, mais ça va plus être un outil de dispersion de la connaissance dans la communauté scientifique. Et donc, on va créer des consensus comme ça pour diffuser l'information chez les scientifiques. Ce qui n'est pas forcément cet aspect de la science qui va chercher la vérité, mais qui est un aspect de la science qui est super utile. On veut une communauté de scientifiques qui est bien informée sur ce qui se passe sur la science. Donc, bref, si vous entendez une punchline sur ça, c'est probablement que c'est un peu n'importe quoi. C'est une sorte de socle, quoi, dont tu parles. En fait, ça dépend, mais chaque exemple va être un peu différent. Voilà. Et donc, le consensus, Goldman, il en parle dans son article, mais il dit que ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'on peut imaginer, dans une société donnée, qu'il y ait un consensus autour d'un gourou. Justement, il parle de ça. Et donc là, c'est totalement consensuel, tout le monde suit le gourou, etc. Mais ça ne sera pas forcément très fiable, en fait, de suivre tous les soutiens du gourou pour renforcer notre degré de confiance envers le gourou. Donc, ça peut être à double tranchant. Et donc, le consensus, c'est pas forcément la panacée, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est pétain. J'ai l'impression qu'on rentre aussi progressivement dans le champ de la rhétorique, qui est une partie très importante pour comprendre la situation que l'on est en train de vivre. Le consensus peut être utilisé comme une arme rhétorique. C'est typiquement dans l'expression « toutes les études montrent que ». Personne n'a lu toutes les études sur quoi que ce soit. Quand on dit toutes les études montrent que, on cherche à s'affilier, disons, à une communauté qui est d'accord avec nous. Donc, on cherche non seulement une forme de consensus, mais disons qu'un argument d'autorité et un argument de conformité aux autres. Tout le monde pense comme ça, alors ne m'emmerdez pas avec ça, puisque tout le monde est de mon côté. Ça peut être exploité à bon escient, on va dire, typiquement dans disons que dans la recherche sur la communication, en particulier sur le changement climatique, le problème du changement climatique, qu'est-ce qu'on fait quand on veut, disons, convaincre le public de la réalité de tel ou tel phénomène? Ça vaut aussi pour les vaccins et d'autres problématiques à l'interface entre la société et la science qu'on connaît en ce moment. Eh bien, les chercheurs sur le sujet, en particulier des psychologues, se sont aperçus que la notion de consensus, en fait, était assez efficace pour emporter l'adhésion. Hein. Quand on dit que 99% ou 90% des chercheurs sont d'accord sur la question, on a produit un argument qui non seulement est vrai, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, on peut interroger les chercheurs. Il se trouve que dans leur immense majorité, ils sont d'accord pour dire qu'il y a, dans le cas particulier, un changement climatique généré par l'activité humaine. Et utiliser cet argument du consensus pour emporter l'adhésion du grand public qui ne connaît pas le sujet. Vous voyez? Donc, on revient à cette idée d'expertise qui peut être exploitée à mauvais escient, mais qui peut aussi être exploitée à bon escient. Vous n'y connaissez rien, mais tous les gens qui connaissent quelque chose, ou l'immense majorité d'entre eux, sont d'accord pour dire ça. Et ça marche, en fait. Mais il faut rappeler que c'est un argument rhétorique. C'est pas parce qu'il y a un consensus que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. Vous voyez, un consensus peut aussi créer tout un tas de problèmes. Et comme l'a dit Juliette, il y a des effets de gourouification du consensus. Il y a des gens qui ont peur véritablement de donner leur opinion dans un domaine qu'ils croient être consensuel, mais qui en fait l'est pas vraiment. Il y a des images de façade, enfin il y a des effets de façade qu'on veut former avec cette idée de consensus. Des fois, c'est plus prudent d'être d'accord avec le big boss que de ne pas être frontalement en désaccord avec lui, etc. Donc voilà, on peut aussi utiliser des effets rhétoriques pour, disons, communiquer sur un sujet qui est trop compliqué
pour le grand public. Mais j'aimerais rebondir sur ce que disait Thomas, c'est qu'il disait qu'il faut, enfin, ce serait l'idée qu'il faudrait se méfier d'un scientifique qui se présente comme un individu seul contre tous. Alors je ne sais pas s'il faut se méfier, mais en tout cas, il faut prendre conscience que la science est une activité collective. Et ça, c'est super important, parce qu'on a tendance à voir en fait ces sortes de scientifiques génies dans l'histoire des sciences qui sont comme ça portés sur mis sur un piédestal, alors qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi comment la connaissance elle est produite au niveau collectif. Oui. Vas-y. Non, parce que je voulais enfin, je sais, comment dire. Par exemple, en médecine, si vous faites un essai, comment dire, vous avez une intuition sur un traitement et vous faites un essai clinique, ce qui compte en fait, c'est pas que votre intuition à vous et votre vision des choses, ni vos propres petites expériences que vous avez faites peut-être avant. Ça va être l'ensemble des connaissances qui a été produite par la communauté scientifique et vous êtes obligé, c'est une obligation morale d'aller regarder ce qu'ont fait les autres, et c'est sur ça que vous allez vous appuyer pour justifier en fait la validité éthique et scientifique de votre essai. C'est pour ça que là, l'idée du scientifique seul ne marche absolument pas en médecine, parce que ce n'est pas un scientifique seul qui va pouvoir produire des données scientifiques qui vont venir justifier son propre travail et la légitimité de son travail. Donc ça, c'est important. Justement, j'ouvre une petite parenthèse, après on pourra passer peut-être sur l'esprit critique, mais qu'est-ce qu'on répond à cet argument qui revient très souvent et qui nous cite Galilée, qui nous cite Einstein, voilà, Galilée, il était seul contre tous, Einstein, il a pondu la théorie de la relativité et personne n'était d'accord avec lui au début, enfin, on nous sort ça tout le temps, quoi. Et il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples déjà. Il y a des scientifiques qui se sont complètement trompés, ils étaient seuls contre tous et ils ont dit absolument n'importe quoi. Et la science leur a montré qu'ils avaient tort. Donc c'est juste, il y a des exemples et d'autres exemples. Oui. Thomas. Galilée, ils ont convaincu très vite, surtout Galilée, c'est compliqué. Oui, voilà, surtout. Mais Einstein, très vite, il a fait 2 papiers, c'était réglé, quoi. Mais c'est le temps de la science. C'est normal qu'il y ait une résistance. Il y a ce qu'on appelle. En science, il y a le scepticisme a priori sur les faits. Avant de croire quelqu'un, on veut des preuves. Donc, si quelqu'un vient et prétend révolutionner la science, on va revenir sur Montagnier. Luc Montagnier, la mémoire de l'eau, ADN transféré via téléphone, tout ce que vous voulez. Je veux bien, dans l'absolu, qu'on soit ignorant et que lui sache, auquel cas il nous montre. Si lui est arrivé à la conclusion qu'il a raison, il est arrivé par un processus où il a eu des preuves. Il suffit qu'on les partage. Et les autres experts vont aller mettre ça à l'épreuve. Et à un moment donné, tout le monde a intérêt à ce qu'une nouvelle découverte se fasse. Même si des gens ont intérêt à montrer que lui a tort parce qu'il ne l'aime pas, collectivement, on a tous intérêt à ce qu'une découverte réelle arrive. Parce que même en termes d'application, imaginez l'application en termes de médicaments, si on peut coder un médicament et le mettre dans l'eau. Alors, OK, les grandes boîtes pharmaceutiques vont couler, mais toutes les boîtes, genre Microsoft, etc., elles, leur intérêt, c'est que ça existe. Donc, quand on fait la moyenne, l'intérêt est toujours d'écouter de la vérité. Plus ou moins, mais même davantage, en termes de découverte sur le réel. Je peux vous donner, si vous voulez, un exemple de grand scientifique qui s'est planté, parce qu'on a coécrit un article un peu sur ces questions avec des collègues, et un collègue a proposé le nom de Ronald Fisher. Ronald Fisher. Ouais, c'était un grand statisticien. Et lui, il pensait, il pensait vraiment que non, le tabac ne favorisait pas le cancer des poumons. Donc voilà, oui, il n'y a pas que, je ne sais pas qui dans l'histoire des sciences qui avait raison seul contre tous. Et encore souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mythes en histoire des sciences. Et quand on regarde de plus près, c'est souvent faux. Par exemple, un cas que j'étudie en ce moment, dont on a parlé récemment, c'est Ignaz Semmelweis, qui était un médecin hongrois. Ah oui, tu parles de celui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Qu'on crédite justement sur la découverte de l'importance de l'hygiène. Enfin, c'est un cas d'histoire de la médecine extrêmement intéressant, mais qui avait été utilisé par des philosophes des sciences. Donc ça, c'est devenu en fait une sorte de mythe. Et ce que des chercheurs ont montré récemment, c'est qu'il était seul contre tous, mais ses arguments étaient si mauvais qu'en fait, on ne peut pas trop en vouloir à la communauté de l'époque de l'avoir rejeté. Et sauf que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il était absolument génial et incompris, et il était seul contre tous. Donc on peut voir aussi qu'il faut se méfier au niveau de l'histoire des sciences. Il y a des choses qui sont montées en épingle qui ne sont pas forcément exactes.
C'est ce que disait Thomas, c'est-à-dire que les scientifiques ne sont pas du tout fermés aux hypothèses alternatives, pas du tout. Le truc, c'est qu'il faut les démontrer correctement. Oui, si possible. Généralement, même si ça prend un peu de temps, quand une idée est vraie, elle finit par remporter l'adhésion, hein. C'est normal qu'il y ait des résistances. Il n'y a pas de raison d'accepter un truc nouveau d'emblée comme ça. Il faut quand même regarder de plus près. Il faut s'assurer que ce soit la vérité. Il faut faire des contrôles, etc. Mais la figure du héros seul contre tous, elle est très ancrée dans la culture populaire aussi, hein. Il y a beaucoup de films où vous avez quelqu'un qu'on n'a pas pris au sérieux, puis qui finalement avait raison. Je pense qu'il y a des motifs psychologiques aussi à ça, des motifs culturels, surtout dans des sociétés Ça, individualistes. c'est étudié dans la littérature scientifique en psychologie ou je pose juste une question comme ça? Oui, alors, bon, les gens sont très sensibles à l'injustice. Ça fait du sens. On n'aime pas être accusé de quelque chose injustement. Et surtout, on n'aime pas ne pas être pris au sérieux. On n'aime pas ne pas être écouté, ce que les philosophes appellent ça une forme d'injustice épistémique, hein, si on veut. C'est que la parole de certaines personnes n'est pas écoutée. On peut facilement s'identifier à ça. Ça fait mal quand vous dites quelque chose de vrai, puis qu'on ne vous prend pas au sérieux, ou quand on ne prend pas au sérieux votre propre savoir. Donc, on peut s'identifier à quelqu'un qui dit, qui alerte les gens, qui fait. Il y a aussi cette figure populaire du lanceur d'alerte, quelqu'un qui dit quelque chose que personne n'écoute, qui va être rabaissé, que personne va prendre au sérieux, et auquel les faits finiront par donner raison. Et ce qui donne un grand sentiment de revanche, en fait. On dit, voilà, j'avais raison, je vous avais bien dit, vous n'avez pas voulu m'écouter, il aurait suffi de m'écouter, etc. C'est très facile de s'identifier à ces schémas-là, parce qu'on est des êtres un peu fragiles, un peu émotifs, comme ça. Et donc, cette figure du héros seul contre tous, bon, elle parle beaucoup, elle est très facile à identifier. Elle constitue malheureusement un problème. Je pense qu'à ce stade-là, si c'était peut-être possible, disons qu'au tournant du 19e siècle, avec l'émergence du scientifique gentleman à l'ère victorienne, qui travaillait effectivement en isolation, ou plus ou moins en isolation, etc., cette figure-là est devenue désuète, elle n'existe plus. En fait, ces grands mandarins qui sont seuls contre tous, puis qui se battent pour imposer leur vérité, puis qui dénigrent tous les autres, qui sont que des petits-enfants et des incultes. Cette figure-là, elle est ringarde. Ces gens-là c'est pas qu'ils ont tort, ou c'est juste ringard, en fait. Il faut en finir avec ces gens-là. Il faut en terminer avec ça. Il faut pas les encourager. Le problème, c'est qu'on a encore les prix Nobel et tous ces trucs. Exactement. Il en reste beaucoup. Ouais, c'est un problème bien systémique. Mais du coup, des trucs comme le prix Nobel, par exemple, il faudrait arrêter. Le prix Nobel, c'est ringard. C'est ringard, le prix Nobel. C'est nul. On s'en fout du prix Nobel, quoi. Ça donne une mauvaise image aux gens. Il faut arrêter d'enseigner aux gens que tel ou tel chercheur a découvert tel truc. Il faut arrêter d'enseigner aux lycéens à dire que tel ou tel grand penseur. En plus, ils ont tout piqué ça à leur compagne ou à leur étudiante. Mais le truc, c'est cognitivement beaucoup plus satisfaisant d'avoir une histoire avec un protagoniste qui est un héros qui a des obstacles. Et si on a ça comme histoire blockbuster, si ça marche bien, c'est parce que c'est plaisant à écouter, à suivre et à croire. Dans le vrai monde, on va écouter les histoires qui ressemblent à ça. Et donc l'histoire de Marie Curie et les épreuves qu'elle subit et la découverte, etc., que ce soit vrai ou faux, moi je ne connais pas le sujet, il n'y a pas de raison que ce soit faux, mais c'est très satisfaisant. Et donc on retient. Et l'histoire de tel héros qui s'est battu, Samuel Weiss, j'ignore le détail, mais c'est ça qui est super. C'est l'histoire d'un mec qui a découvert un truc qui nous paraît évident. C'est évident, il fallait le croire. En face, c'est tous des cons et en plus, ça ne les arrangeait pas d'y croire. Donc, il y a tous les ingrédients pour qu'on voit un mythe. La science, ce n'est pas une belle histoire, c'est un effort constant pour essayer de penser moins mal. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus frustrant que. C'est penser contre son cerveau, comme disait Bachelard. Voilà. Mais je le répète, du coup, avant de ringard et les histoires que ça donne, elles sont aussi ringardes. Ça fait des mauvais films maintenant. On a compris ce schéma, on en a marre et ça ne marche plus. Et donc ces films-là, on doit arrêter de les faire. Ces histoires-là, on doit arrêter de les raconter. Et ces mandarins-là, on doit arrêter de les encourager. Stop. Juliette nous met l'article pour ceux qui veulent consulter.
Alors, avant de prendre quelques questions du chat, est-ce qu'on peut parler, parce que il me semble que vous n'êtes pas tous d'accord sur l'utilité de l'esprit critique, sur du coup toutes ces questions. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut l'aiguiser? Comment? Pourquoi? Bah, attends, peut-être je peux dire une critique, puis après, Thomas, il va défendre l'esprit critique. Ah bon? Je sais pas. En fait, parce que moi... En tant que directeur de l'association qui transmet l'esprit critique, ce serait mieux. En gros, l'idée, c'est que... Enfin, voilà comment je le comprends. L'esprit critique, c'est l'idée que l'individu lui-même va avoir son esprit un peu critique et va pouvoir, comment dire, évaluer un peu tout ce qu'il trouve et il va se faire comme ça une idée tout seul comme un grand. Alors, et ça, c'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. En épistémologie sociale, on essaye de savoir comment on fait pour faire confiance aux autres et donc pas faire le travail nous-mêmes. Et donc, il y a une petite tension, à mon avis, à ce niveau-là. En fait, peut-être que c'est un problème de communication. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Nous, on essaie de rendre les gens plus autonomes. Mais être autonome, c'est savoir à qui on fait confiance. Parce que ce serait une grave illusion de penser qu'on puisse être expert en tout, parce qu'il faudrait qu'on ait un temps infini. On l'a pas, on est à l'ère de l'immédiateté, on veut une réponse en 2 minutes, et ça, c'est une illusion encore pire. Donc l'idée, c'est d'avoir un compromis entre, oui, je ne peux pas passer mon temps à tout savoir, mais il faut quand même que je fasse un effort minimal pour faire confiance à des gens. Et donc, en gros, c'est distinguer des sources fiables, des sources non fiables, et entre les deux, accepter cette chose insupportable qui est de ne pas avoir d'opinion. C'est avoir quelques clés, en somme, pour pouvoir rapidement distinguer ce qui est fiable, ce qui n'est pas fiable, et après écouter les sources fiables plutôt que les sources pas fiables. On sait très bien que ce critique, c'est mal défini. On sait bien que sa transmission, elle est sujette à caution. On ne sait pas trop. Et donc, les gens cherchent, les gens font des travaux. Mais on fait un pari. On fait le pari que il faut aller dans cette direction-là, que c'est mieux que les gens soient autonomes plutôt qu'ils soient obéissants. Ça veut dire que d'ailleurs, il faut faire. Oui, mais je pense parce qu'il y a une confusion entre être autonome et penser seul, en gros. Et l'idée d'épistémologie sociale, c'est qu'on ne peut jamais vraiment penser seul, parce que justement, on n'a pas le temps. Et que toute cette rhétorique sur penser par soi-même, tout ça, c'est un peu contradictoire avec l'idée que non, il faut aussi écouter les autres et s'intéresser aux experts, à ce qu'ils disent, etc. On a du côté des conspis qui disent faites vos propres recherches, et des gens qui estiment qu'en un après-midi, ils vont aller mettre les mains dans Wikipédia, dans Google, et sortir une vérité absolue sur le tétanos, sur l'immigration, sur les frontières, sur le début. Et c'est pas ce qu'on dit. Donc peut-être que du coup, il faut faire la part des choses sur qu'est-ce que c'est que l'esprit critique. C'est ne pas s'illusionner soi-même sur ses compétences. Il faut admettre quand on n'est pas compétent sur un sujet, mais ça veut dire qu'à un moment donné, soit on accepte qu'on n'a pas d'opinion, mais si le sujet est assez important pour que je veuille avoir une opinion, il faut que je puisse choisir à qui je fais confiance. Et j'ai pas la réponse à ça. On a, comme on l'a dit, on a des indices, on a des alertes, et après, chacun voit un petit peu comme il fait, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être d'accord avec nous. Sébastien, tu veux rebondir? Bon, les êtres humains qui vivent dans des sociétés qui sont devenues très complexes dépendent beaucoup des informations qui parviennent dans leur cerveau. Et des informations qui circulent, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup trop. Il y a beaucoup de gens qui ont de la camelote à vendre. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à imposer leur propre vision des choses. Il y a beaucoup de gens qui préféreraient qu'on fasse ça puis qu'on fasse pas ça, etc. Donc ça fait beaucoup d'informations qui circulent pour des petits cerveaux qui doivent faire le tri dans tout ça. Donc, je veux bien admettre qu'il faut une certaine portion d'esprit critique pour démêler tout ça. Moi, je suis plutôt pessimiste, au fait, sur le potentiel, disons, de bien décrire, définir, circonscrire ce que serait l'esprit critique qui parvienne à faire ces choses-là. Pour les raisons que j'ai dites avant, on peut faire semblant d'être un expert, on peut mettre en avant des signes qui donnent l'impression qu'on est un expert, mais en fait, ça marche un peu pour tout, hein. On peut donner l'impression d'être quelqu'un de confiance, on peut donner l'impression d'être modeste, on peut donner l'impression d'être sérieux et grave, etc. Donc, c'est très compliqué. On a affaire à une sorte de course aux armements envers des tricheurs et des menteurs et des gens qui cherchent à ne pas être trompés, ce qu'on voit parfaitement bien dans la nature, où vous avez aussi une course aux armements de signalisation, hein. Vous avez des bestioles qui cherchent à se faire passer pour quelque chose de dangereux alors qu'elles ne le sont pas, etc.
Donc ça relève de la théorie de la signalisation, tout ça. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Il faut renoncer à l'idée qu'on trouve un moyen de détecter les bonnes informations et de les distinguer des fausses. Parce que dès qu'on aura fait ça, on aura trouvé un autre moyen de faire passer des fausses informations pour des vraies informations. Vous voyez, c'est ce que j'entends par course aux armements. Ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des menteurs et des tricheurs, il y aura toujours des abrutis. Et dans tout ça, la portion qui concerne la vérité, elle est malheureusement assez restreinte. Surtout que l'esprit critique, ou ce qu'on appelle, disons, de manière assez vague, assez large, l'esprit critique, personnellement, je préfère parler de vigilance épistémique, mais disons que l'esprit critique est souvent mal compris. Hein. Il y a pas plus critique qu'un complotiste. C'est des gens qui se considèrent comme faisant preuve d'esprit critique à longueur de journée. Et le parce qu'ils font plus confiance à personne. Voilà, c'est ça qu'ils comprennent comme esprit critique. Moi, j'ai donné un cours d'esprit critique à l'université pendant toute une année. J'aime bien commencer par une image vous savez, du cercle des poètes disparus où tous les élèves sont sur la table et ils se révoltent contre l'ordre établi. Et désormais, ils vont penser par eux-mêmes, loin des schémas froids et rigides de l'enseignement académique. Ils vont être libérés grâce en particulier à la poésie. Ils sont tous debout sur la table. Est-ce que c'est ça l'esprit critique? Généralement, je commence par cette image-là. Ensuite, on fait tout le cours sur les arguments fallacieux, les biais cognitifs, etc. Tout le bazar. Résultat, à la fin de l'année, il y a un étudiant qui est venu vers moi, il m'a dit « J'ai trouvé ça super, l'esprit critique, ça me parle et tout, j'aimerais travailler avec vous. » Et ça m'a pris un moment de m'apercevoir qu'en fait, ce qu'il voulait faire avec moi, c'était un travail basé sur l'esprit critique pour discréditer la parole de ceux qui admettent l'existence des chambres à gaz. Vous avez bien saisi, pas ceux qui rejettent ou qui nient l'existence des chambres à gaz, mais ceux qui pensent que ça a eu lieu. Ils pensaient que grâce à l'esprit critique, ils pourraient montrer la mauvaise foi de ces historiens qui pensent avoir démontré l'existence des chambres à gaz. Donc voilà à quoi peut servir l'esprit critique. L'esprit critique, une fois que vous l'avez, une fois que vous pensez être critique, vous pouvez développer des arguments très attrayants, très séduisants, très intello, etc., pour défendre de la merde. Alors peut-être Thomas rebondit, après on prend quelques questions quand même. Oui, mais juste parce que là, vas-y. Le principe de l'esprit critique, je veux quand même le défendre. C'est-à-dire que, évidemment, moi, quand j'enseigne, quand j'en parle, je commence par dire aux gens qu'ils partiront du cours aussi biaisés qu'en y rentrant. Et que la première étape de l'esprit critique, c'est d'admettre que c'est un horizon auquel on ne rêvera jamais et que, évidemment, on va continuer à penser un petit peu mal. C'est pas grave, parce que dans l'ensemble, on se démerde plutôt bien. L'espèce humaine progresse lentement, pas assez vite, elle fait beaucoup de merde, mais on progresse. Donc, cette idée que, comme les gens ont toujours dit de la merde, alors ça ne sert à rien de faire des efforts, une chose qu'on pourrait entendre dans ce que tu dis, c'est pas ce que tu dis, que, évidemment non, je pense qu'il faut s'armer, il faut continuer, c'est un effort, c'est Sisyphe. On doit apprendre tous les jours le fait que, attention, aujourd'hui, on va penser mal, donc soyons vigilants, tu as évoqué la vigilance épistémique, c'est totalement ça. Et l'esprit critique, ça n'est jamais quelqu'un qui, tout seul dans son coin, peut juger les autres sur un pédestal et dire « moi, j'ai raison, les autres ont tort ». Ça, c'est Raoult. C'est l'inverse de ça, s'il peut faire. C'est justement dire « moi, je peux me tromper au moins en tant que les autres, donc d'abord, je suis prudent sur ce que je crois, je vérifie pourquoi je crois ce que je pense, est-ce que les sources que j'ai consultées sont solides, et d'abord, c'est contre moi-même que je dois m'exercer à être prudent. Si on ne fait pas ça, comme tu dis, on prend les outils, on les utilise pour cracher sur les autres et on a l'impression qu'on a fait le job. Donc non, et ce critique, d'abord, c'est penser contre soi. Et si on n'a pas compris ça, alors on est dans autre chose. Oui, alors, très brièvement, je fais juste... Vas-y, finis, après on prend quelques questions. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, disons, avec une forme de méthode qu'on donnerait aux gens. Depuis le temps que je m'intéresse aux biais cognitifs, aux arguments fallacieux et tout ça, maintenant, j'en suis arrivé plus ou moins à la conclusion. Je rejoins les philosophes pour défendre ce qu'on appelle les vertus intellectuelles, les vertus épistémiques. Il faut vouloir penser contre soi, il faut avoir la motivation. Et en définitive, ça relève d'un trait de caractère, d'une forme de personnalité qui est disposée à faire cet effort-là, parce qu'on a en soi des vertus de patience, de rigueur, d'humilité, etc., qui nous conduisent à nous interroger là-dessus. Si vous n'avez pas ça, moi je pense que... on peut les développer. Foutu. Un trait de caractère.
alors, je pose la question en toute modestie. Trait de caractère, il me semblait juste avoir lu dans je ne sais plus quel ouvrage je sais pas si c'était de la psychologie ou de la philosophie, qui disait que c'était quand même une hypothèse pas, comment dire, peu étayer les traits de caractère en psychologie. Juste en 2 secondes, vu que tu en parles. Oui, j'ai utilisé le mot caractère et personnalité, mais c'est généralement pas ce qui est utilisé par les philosophes en question. Okay. Je veux dire, je ne veux pas faire la distinction maintenant entre attitude, personnalité, oui, etc. Plutôt une attitude générale, une disposition à percevoir les choses d'une certaine manière, voilà, qu'on aurait acquise pour une raison ou une autre. Hein, c'est pas très clair exactement comment ça marche, mais enfin, on sait tous qu'il y a des gens qui ont des traits de caractère, de personnalité, d'attitude, qui ont des visions du monde différentes. Et je pense que ce qu'on appelle l'esprit critique souvent est confondu simplement avec une certaine disposition à vouloir s'engager sur cette voie-là, plutôt que l'inverse. C'est pas la méthode de l'esprit critique qui va vous faire voir les choses d'une manière réaliste. Moi, je pense que ça vient plutôt d'une disposition de départ qui est relativement mystérieuse et qu'il faut avoir. Ok. De me fonder sur les mystères. Du coup, on va prendre une première question. Elle est pas mal, la première question. Oui, Anthony Fardet, salut Anthony, nous demande il faudrait déterminer pourquoi les experts se contredisent. Qu'est-ce qui sous-tend ces contradictions? Je pense que je voulais juste partir de cette question pour parler de la médecine et de la recherche médicale. C'est tout à fait normal, et je vais expliquer pourquoi, que des données scientifiques en médecine se contredisent à un moment donné. Pourquoi? Parce que ce que les études cliniques, les essais cliniques essayent de capter des mécanismes, quelque chose de causal, c'est extrêmement difficile de le démontrer. Et donc, on va faire des études qui vont être plus ou moins grandes, qui vont avoir plus ou moins de biais. Et donc, il y a une part de hasard sur le résultat qu'on va avoir. Et ce hasard, c'est ça qui va créer des contradictions, pour le dire vraiment simplement, des contradictions au sein des données scientifiques, en tout cas en médecine. Et les experts, à ce niveau-là, ils ne vont pas forcément être en contradiction au sens où ils vont chacun défendre leurs propres données. Ce n'est pas forcément ça. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a forcément des désaccords et des choses qui se contredisent en science parce que c'est extrêmement compliqué, difficile, et le hasard intervient. Moi, j'ai une vision un peu plus cynique des désaccords. Parce que Juliette a évidemment raison. Hein. Oui, là, je parle en théorie. Après, il y a d'autres choses. Il y a des raisons, disons, objectives d'être en désaccord en fonction des données qu'on trouve, des méthodes qu'on utilise, de l'interprétation des résultats, etc. Mais il y a aussi des préférences personnelles qui interviennent, des facteurs un peu plus psychologiques, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose que m'a dit le philosophe Daniel Dennett quand je l'ai rencontré à 2 reprises. Et il m'a dit le job du philosophe qu'il est, un philosophe des sciences, philosophe de l'esprit, c'est de trouver quelqu'un qui a tort et de lui expliquer qu'il a tort dans la littérature scientifique. Voilà, quelqu'un fait un article et tu réponds à cet article en expliquant qu'il a tort et ensuite la personne répondra, etc. Mais il dit aussi qu'il faut parfaitement défendre la position adverse avant de la dégommer. Oui. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il y a une sorte de business de l'expertise, hein, une sorte de milieu social de l'expertise. Si vous êtes expert, c'est pas dans votre intérêt d'être parfaitement en accord avec un autre expert, sans quoi on n'a pas besoin de 2 experts qui disent la même chose. On n'a pas besoin de vous. Vous devez vous distinguer d'une certaine manière ou d'une autre, et donc vous fabriquez en tant qu'expert des motifs de dissension qui ne sont pas nécessairement totalement illusoires ou factifs, mais vous êtes encouragé dans la voie de produire quelque chose d'original et de différent, ou de mieux, ou de plus précis que ce que quelqu'un d'autre produit. Donc vous produisez du désaccord du fait même que vous êtes dans un système compétitif avec des ressources limitées d'expertise. Le progrès peut venir de là, c'est sûr, hein, mais il peut aussi y avoir des impasses complètes et des blocages qui se forment du simple fait que les gens sont en désaccord, on va dire, de manière artificielle les uns avec les autres. Au début de ma carrière, un chercheur renommé en psychologie m'avait dit, écoute, si tu veux poursuivre dans ce business, il faut te trouver un ennemi.
Tu trouves toi quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord et tu écris des articles pour dire qu'il a tort, etc. Ensuite, tu verras, il va te répondre et puis ça te fera 4, 5 articles à la suite. Ouais, non, mais ça, c'est On fait plutôt. comme ça. Je Donc, sais pas si ça s'applique dans toutes les sciences. j'ai pas dit que ça s'appliquait dans toutes les sciences, mais je veux dire que c'est un En moteur philosophie et en psychologie, ouais, carrément. et en philo qui peut produire de la connaissance, mais pas toujours. Thomas, tu veux... Non, il y a plein de raisons sociales, des raisons scientifiques, parce que parfois ils ont des résultats qui sont différents, parce que quand on travaille dans deux labos différents sur des objets très complexes comme le vivant en particulier, eh ben, les résultats peuvent être différents, mais ça, Juliette a dit, c'est pas le hasard, quoi, parce qu'on n'a pas maîtrisé tous les paramètres. Donc c'est pour ça que la science prend du temps. On ne peut pas avoir une réponse dans les 15 jours quand on a une question compliquée. Toutes les questions compliquées ont une réponse simple et fausse. Donc, quand c'est compliqué, il faut admettre que c'est compliqué. Et donc, les experts sont là pour nous rappeler à quel point c'est compliqué, parce que parfois, même eux, ils n'y pigent rien. Ok, alors n'hésitez pas à tous à poser vos questions dans le chat. Là, on va en reprendre encore quelques-unes. Donc, on va peut-être... Juliette, oui, tu as eu une idée Non, de... je sais pas, le truc sur les experts média friendly. Je sais pas, ça m'intéresse. Alors, où elle est celle-là? Jean Ortolo Gasperich, diriez-vous que les vrais experts ne seraient pas ceux qui sont les plus accessibles et les plus média friendly? Je sais pas trop. En tout cas, pour parler de la philosophie, là où j'ai une expertise, clairement, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup trop de faux experts en philosophie. Je pense que les historiens seraient d'accord aussi. Mais je pense qu'aussi, il y a une incompréhension en France sur ce que c'est être philosophe. Donc, je ne vais pas... je vais pas blâmer qui que ce soit. Parce que c'est vraiment difficile. Par exemple, il y avait un article qui était paru dans Marianne, qui était un article de philosophie, et selon moi, l'article avait vraiment beaucoup de problèmes et plein de choses qui n'avaient pas dedans. Le problème, c'est que l'auteur, il était vraiment agrégé de philosophie. Donc, le journaliste qui l'a interviewé, qu'est-ce qu'il voulait, comment voulez-vous qu'il... c'était encore le problème de l'expertise, c'était difficile pour lui de savoir que ça n'avait pas ce qu'il disait, quoi. Donc voilà. Après, je pense qu'en sciences humaines, on a un vrai problème sur ça. En sciences, en ce moment, peut-être. En ce moment, peut-être. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il faudrait vraiment développer une sorte d'éthique de l'expertise. L'expert n'a pas à dire des choses que les gens veulent entendre. Par exemple, il n'a pas à être média friendly. C'est tant mieux pour un expert s'il s'exprime correctement, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on devrait l'inviter. Donc voilà, c'est un problème qui a à l'interface aussi de beaucoup d'autres problèmes, en particulier dans les médias et dans l'édition. Vous avez des gens qui écrivent très bien, vous avez des gens qui parlent très bien, mais qui ne sont pas nécessairement les plus appropriés pour répondre à telle ou telle question. Je n'ai pas de solution pour ça. Je ne dis pas qu'il faut inviter des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui sont nuls ou qui sont moches, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'idée, quoi. Mais ce serait bien quand même de varier un petit peu le carnet d'adresses des journalistes. Et plus de femmes. Relativement pauvres, ouais, déjà ça, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Ouais, on n'a pas entendu. Avec un E, seulement pour rappeler aujourd'hui, inviter des femmes aussi. On a un problème sur notre chaîne, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais l'expertise est genrée dans la représentation des gens. Oui. Voilà. Le problème aussi, c'est que les journalistes, j'y reviens, c'est des humains, donc c'est compliqué aussi pour eux de distinguer un vrai et un faux, Juliette l'a dit, mais parfois, c'est pas compliqué. Pourquoi Stéphane Bourgoin a fait une guerre pendant 30 ans à la télé et dans les médias, personne n'a jamais vérifié. Ce mec est un mythomane absolu. On a fait un live dessus il y a quelques temps. Les grands médias enfin se rendent compte qu'il y a un problème. C'est ce monsieur qui est censé être un expert en criminologie, qui a écrit plein de bouquins, qui a fait des interviews. Et on se rend compte que l'essentiel de ce qu'il raconte, il l'a inventé, c'est du bullshit, jusqu'à des événements tragiques de sa vie dont on se demande s'ils sont vrais ou pas. Et voilà. Pendant 30 ans, personne n'a posé la question. Et ce mec est invité partout. Et ben, combien d'autres sont comme lui? Combien d'autres là tremblent parce qu'on évoque Bourgoin, que eux, ça leur arrive? Combien d'autres sont passés à travers la maille du filet? Voilà. Nous, on a évité que Aberkan devienne ce genre de personnage
quand il a commencé à faire carrière dans les médias. C'est bon, il n'est plus dans les médias. Bon, il continue à faire ses conneries à côté. Mais les Bogdanov continuent à être invités partout. Les psychanalystes partout sur les plateaux télé sont experts de quoi, on se demande. Philosophes. Les philosophes, pareil. Est-ce que BHL, est-ce qu'Onfray ont des choses à dire qui sont en lien avec ce qu'on produit en connaissance en philosophie? J'ai des doutes. Quand Onfray dit que Raoult a la ligne directe avec la vie, enfin, il parle de théologie, il a raté de marche, qu'est-ce qu'il arrive? Enfin, c'est compliqué. Il parle de Nietzsche. Il y a vraiment, c'est les journalistes, et pour des raisons diverses et variées, ne font pas le job. Oui, les journalistes, c'est global. Désolé, Julien. Oui, non, mais non, parce que c'est pas tous les journalistes, voilà, il faut le dire. C'est pas, Le monde pas tous les. Pas à jour par rapport à ça. Mais ça fait partie d'une culture, en fait. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas très bien développé en France, la culture de l'expertise, et notamment sur tout ce qui est sciences humaines. Il y a des racines profondes, ça remonte à loin, cette affaire-là. Mais typiquement, moi, j'utilisais le mot expert au masculin jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous voyez quand vous entendez le mot expert? Tapez philosophe dans Google Images, s'il vous plaît. Oui, par exemple, mais simplement, bon, Google, c'est un truc, mais le cerveau des gens, quand vous entendez le mot expert, eh bien, vous pensez généralement à un homme, et on peut le démontrer, il y a des expériences, à partir de l'âge de 5 ans ou de 5-6 ans, les petits garçons et les petites filles, quand on leur demande qui c'est qui est vraiment très, très intelligent pour résoudre ou pour jouer à tel jeu, etc., choisissent plutôt des hommes. Je pense qu'au-delà de l'aspect du genre, il y a des phénomènes intersectionnels qui remontent plus loin. Un expert, c'est un vieux monsieur sage, peut-être la figure de l'espèce de tronche à la barbe blanche qui édicte savamment des choses. Mais il y a aussi des variations aussi. Le look est important. Non, j'ai pas de barbe, moi, je viens de réaliser. Il y a plus de barbe que de femmes dans ce live. C'est pas une expert qu'on va plus t'inviter, Juliette. Ah, tu rigoles, mais... Il faut faire pousser la barbe. C'est un problème. On prend encore 2 questions et puis on termine. Oui, comment savoir si un consensus... Je te fais ton job. Non, peut-être si tu as choisi 2 questions, peut-être que Sébastien ou Thomas veulent en choisir une. Je ne vois pas sur mon PC est moribond. Peut-être sur l'éthique de l'expertise. Jean Ortolo nous demande encore éthique de l'expertise. Vous voulez dire des devoirs pour les experts et si oui, lesquels? On l'a dit ça déjà, je crois. Oui. Par exemple, ça existe déjà en ce qui concerne les médecins qui ont un code de déontologie. Donc la déontologie, c'est les règles qu'ils doivent respecter, les règles et les devoirs. Et il y a des articles qui concernent la communication, par exemple. Oui. Et donc, j'ai oublié. Juliette. Hein? Article 13 que tu as cité, que j'ai... Et que maintenant j'ai oublié, donc je ne vais pas le retirer. En gros, qu'il faut faire de prudence dans la communication des résultats, parce qu'on sait très bien que les résultats, en général, ils ne sont pas inéluctables, il va en avoir d'autres qui vont peut-être venir les modifier. Donc il y a des règles comme ça qui s'appliquent pour les médecins, parce que leur expertise a un impact direct sur les populations, donc ça paraît normal. Après, est-ce que le code de déontologie, il n'a pas... Je veux dire, c'est une question plutôt juridique que morale. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quels qu'en soient les moyens de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Vous prenez tout ça et vous comparez avec ce qu'on a à la télé. Une éthique de l'expertise, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on est en train de s'exprimer en tant qu'expert. C'est OK d'inviter des gens un peu fantasques, des baroudeurs, des trucs comme ça, qui viennent là pour donner leur opinion, pour faire des prédictions et des choses comme ça. Mais quand on parle en tant qu'expert, en fait, il faut vraiment... Donc, l'éthique première de cette forme d'expertise, c'est de ne pas parler pour sa pomme. On est en train de parler pour son domaine. Donc, on est redevable aussi de ce que dans notre propre champ d'expertise et de compétences, on reflète. On parle pour beaucoup d'autres personnes à la fois, ce qui fait que c'est très intimidant d'avoir à s'exprimer au public parce que les collègues regardent. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être qu'on va dire des conneries, peut-être qu'on va dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, etc. Donc, la première chose, c'est qu'on est redevable de ça. Et ensuite, peut-être le deuxième point,
c'est qu'on est en train de s'exprimer sur le domaine à propos duquel on est compétent. Donc, quand ça dépasse, quand on ne sait pas, il faut tout simplement couper court et dire je ne m'exprimerai pas là-dessus. Vous auriez mieux fait d'inviter quelqu'un d'autre pour ça. Et moi, j'ai rien à dire à ce sujet, sauf en mon nom personnel où je pense blablabla, etc. À la rigueur. Mais en tant qu'expert, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas d'un domaine particulier et faire la distinction avec ce qu'on pense ou ce qu'on imagine ou ce qu'on aimerait, quoi. Ok, on va prendre peut-être, alors ça dépend si vous voulez qu'on retombe dans les abîmes du live, cette question, comment savoir si un consensus existe ou pas sur un sujet particulier, Bruno Laporte, mais peut-être que ça va être un peu redondant et un peu long encore. Non, c'est très simple. Oui. Wikipédia, ça marche quand même pas mal. Et aussi, souvent, Wikipédia en anglais est souvent plus fourni. Là, c'est pas mon avis d'experte. C'est mon avis de gens lambda, de personnes lambda. C'est pas mal. Wikimedia, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'articles en anglais. L'idéal, c'est de comparer les deux. C'est de parler plusieurs langues et de comparer, parce que les sources peuvent varier un petit peu, et Wikipédia n'est pas une source, et Wikipédia, et en première approximation, c'est ce qu'il y a de plus fiable, disponible. Après, au-dessus, il y a l'expert, et par contre, il faut le reconnaître. Et il faut éviter par exemple, si on fait une interview d'un expert, ou on demande directement l'avis d'un expert, il faut essayer de voir d'autres experts, parce que, comme on l'a vu, les experts ne sont pas toujours d'accord. Voilà. Il y a, juste pour finir, la dernière, Mathieu Marchand qui dit « La démarche scientifique semble revêtir un caractère d'humilité. S'éloigner de l'humilité serait s'éloigner de la démarche scientifique, ça serait un indice de repérage de charlatan. » C'est assez juste, il me semble, même si c'est peut-être un peu simpliste. Moi, je pense que j'ai envie de revenir là-dessus, parce que c'est un truc qui m'interroge, parce que je suis d'accord avec ça, et notamment, je sais dans mon domaine, en philosophie, il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et en même temps, faire une carrière académique, ça veut aussi dire se vendre et se mettre en avant pour que les gens lisent nos recherches et pour qu'ensuite on puisse avoir un job. Bref. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'humilité, le manque d'humilité va être très mal reçu quand on est une femme, beaucoup plus que quand on est un homme. Enfin bref, il y a des biais genrés et à ce niveau-là aussi. Donc le fait de toujours dire il faut absolument tous être humble et ne pas faire d'autopromotion, ça peut avoir comme effet de renforcer la position de ceux qui sont déjà en fait, qui n'ont pas besoin de tout ça puisqu'ils ont déjà l'autorité. Donc voilà, c'était juste une réflexion comme ça, personnelle, sur les dangers de trop en faire sur l'humilité et l'anti-autopromotion, parce que ça ne fait que renforcer ceux qui sont déjà en position de force. Thomas, Sébastien, un dernier petit mot? Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'être. Donc c'est un indice. Comme on l'a dit, il n'y a pas un critère. Un faisceau de preuves. La pensée critique, c'est aussi faire le deuil des réponses faciles. Il n'y a pas de réponse facile. Vous ne le saurez pas après cette émission beaucoup mieux qu'au début. On vous a donné des trucs en fait, et puis si vous allez ailleurs, vous en aurez d'autres. Vous n'aurez que des indices, et c'est à vous d'avoir une bourse à outils avec plein de curseurs, et de voir et de mesurer ce que vous avez par rapport aux curseurs les plus pertinents. Et à vous d'arranger les curseurs. Qu'est-ce qui vous paraît plus important, qu'est-ce qui vous paraît moins important, et vous verrez à l'usage. Et en heuristique, par essai-erreur, vous verrez. Là, je fais confiance, boum, et bien j'ai eu tort. Mais il vaut mieux d'abord faire confiance plutôt que rejeter tout le monde. Ouais, mais je suis bien d'accord avec toi, mais là, la question, c'est sur l'humilité. Et je sais que par exemple, si on s'exprime en tant qu'expert, ou en tant qu'experte, j'arrive plus à parler, experte dans mon cas, on peut, en tant que femme, se faire vraiment... on va avoir des messages « Ah là là, sois plus humble, tu n'y connais rien par rapport à monsieur le grand scientifique, mais vide le truc. » Donc ça peut un peu backfire dans certains cas. Oui, moi, ce que vient de dire Juliette, je pense que c'est vraiment très important. J'ai dit avant que la figure des grands héros sur deux ou qui se battent jusqu'au bout pour faire éclater leurs idées, etc., ça demande une bonne dose de confiance en soi, d'aplomb,
et de courage, on va dire, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est très valorisé. La confiance en soi, il y a des études là-dessus. Dans le doute, dans l'incertitude, à compétence égale, on va valoriser la personne qui met plus en avant sa confiance, le fait qu'elle ait confiance en ce qu'elle est en train de dire. Bon, ça fait du sens, il y a des raisons probablement rationnelles pour faire confiance aux gens qui ont confiance en eux-mêmes, mais j'ai envie de dire qu'il faut en finir avec cette culture-là parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation entre compétence et confiance en soi. La corrélation est d'ailleurs quasiment inverse. Et donc, si on continue à valoriser les gens qui ont confiance en eux, on court au désastre et on peut l'observer assez fréquemment. Il faut être attentif vraiment au genre disons, de conséquences que ça peut produire, parce qu'effectivement, c'est un peu toujours les mêmes qui ont bénéficié de ce système-là jusqu'à présent. Donc, c'est peut-être un peu facile de dire aux gens, soyez plus modestes, alors qu'en réalité... Ceux qui sont déjà contraints à être modestes maintenant, ils ne vont pas devenir plus modestes. Donc, on a un problème de ce côté-là. J'aimerais pas dire aux gens qui sont modestes d'arrêter de l'être. Bref. Compliqué. Ça prend une qui demandera du temps, mais moi je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui en a marre de ces conneries, qui en a marre de ces mandarins, qui en a marre, enfin bref, qui veut juste bosser, quoi, faire ces trucs sans avoir toutes ces foutaises comme ça de mise en avant, de prétention, de passage télé, de distinction honorifique. Et je pense qu'il y a toute une génération qui en a un peu marre de ces conneries-là. Donc avec un peu de chance, ça va s'apaiser, quoi. Est-ce que vous avez un mot de la... Thomas, vite, vas-y. La modestie, ce n'est qu'un critère. Hein. On l'a étendu. Voilà. C'est pas le plus important. Quand quelqu'un dit mes détracteurs ne sont que des enfants, et je cite verbatim, là, si votre alarme ne se met pas en route, vous avez un problème. Du coup, est-ce que vous avez un mot de la fin, tous les trois, pour clôturer ce live? Ben, merci de nous avoir écoutés. J'espère que c'était intéressant et pertinent pour vous. J'espère aussi. Je voulais vous demander si vous avez surtout ce dont on vient de parler, quelques ressources, des livres ou des chaînes YouTube ou quoi que ce soit pour les plus curieux qui voudraient un peu approfondir tous ces sujets. Pour ceux qui voudraient regarder des bonnes vidéos YouTube sur la philosophie, je conseille toujours la chaîne de Monsieur Phi, donc c'est Monsieur PHI. Il fait vraiment des vidéos de très très bonne qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, c'est des vidéos du coup. Bon, bref. D'autres ressources? Je pense pareil, mais pas les yeux fermés. Méfiez-vous de lui, mais en gros, c'est du bon. C'est très bon, c'est tout. Et faites varier vos sources d'information. C'est-à-dire que le principal problème des gens, c'est qu'on va consommer que les choses qui nous font plaisir. Apprenons tous à aller écouter un petit peu les gens qui ne nous font pas plaisir. Parce que peut-être que dans l'eau, il y aura des trucs intéressants qui pourront nous faire changer d'avis. Et celui qui gagne à la fin, c'est celui qui repart avec plus d'idées que quand il est arrivé. Pas celui qui repart exactement quand il est arrivé. Donc voilà, essayons de gagner des éléments cognitifs de notre parcours. Sébastien? Moi, je dis, ne variez pas vos sources d'information. Achetez uniquement... C'est autopromotion, hein. C'est autopromotion, je mets les alarmes. Tu m'as dit qu'il fallait être modeste, Sébastien. Non, mais moi, j'ai rien, là. La revue Science et Pseudosciences, c'est pas mon livre à moi, les miens, ils sont pas là. Mais cela part en sucette. Tu peux le remontrer, Sébastien, vas-y, remontre-le. Oui, j'en ai un aussi, c'est pas mal. Voilà. C'est toi l'auteur, du coup. Total bullshit. C'est quoi le sous-titre? Au cœur de la... Cœur de la post-vérité. Alors, je vais parler je vais donner deux ressources, moi aussi. Alors, une sous la caution de Juliette, quand même. Moi, je conseille ça en termes de philo des sciences pour une introduction. Oui, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout en termes d'intro, même si. Donc, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, Voilà, donc ça, c'est sympa. C'est vieux. Hein. Et oui. Et pour ce qui est de la santé, là, je pense que vous connaissez. C'est l'ouvrage de Florian Gouttière, Santé, science, doit-on tout gober, qui est vraiment pas mal pour débroussailler toutes ces questions en termes de santé, de médecine actuellement. Je l'ai offert à mon père.
C'est un bon cadeau. Ouais. Comment on peut, si on veut vous suivre, si on veut vous retrouver, on vous retrouve où? Attends, je l'écris. Ou si vous voulez le dire, hein, pas obligé. Hein. Abonnez-vous à la Tronche en Biais. Voilà. Twitter, Facebook et YouTube principalement. Nous faisons des lives régulièrement. Voilà, Juliette, là. C'est sur Twitter, c'est mon petit A. C'est Ferry Danunis, c'est mon nom de famille. J'ai pas d'Instagram, mais j'ai un. J'ai pas dit que c'était un Instagram tout de suite, le cliché. Non, j'ai pas dit non plus. J'ai Facebook, Twitter et j'ai une page Academia, Research Ah Gate oui, moi aussi, mais on s'en fout de ça. pour les articles, pour aller plus loin, quoi. Ok. Ouais, et moi, si vous voulez me retrouver, même si je ne suis pas un expert, c'est Barbu Sceptique sur Twitter. Voilà. Merci à tous les trois. Et puis peut-être très certainement à bientôt pour d'autres lives ou sujets ou que sais-je. Voilà. Oui. Salut. Bonne soirée, bon week-end à tous. Salut, bonne soirée.